Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre dernière journée de soutenance, ou on va dire demi-journée de soutenance. Aujourd'hui, globalement, nous aurons le plaisir d'assister à 3 soutenances de mémoire de Master 2. La première va permettre d'abord à l'impétrant, euh, il s'agit bien de Monsieur Devenel Filonné. Il a travaillé sur le sujet intitulé Intercommunalité et développement local en Haïti, cas de la région des Palmes. Le jury est ainsi composé: Dr Christophe Providence, votre serviteur président, Dr Ulrich Saint-Louis, encadreur, et Dr Fred Célimène, rapporteur. Donc, Monsieur Filonné, tu as, comme les autres, 10 minutes pour nous faire ta présentation. Merci de mettre ta caméra pour qu'on voit ta tête au moment de faire la présentation. Filonné. C'est activé, oui. Ah, là, ouais, d'accord, c'est vrai, je n'avais pas vu. Vas-y. Ok. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire intitulé Intercommunalité et développement local en Haïti, cas de la région des Palmes, réalisé sous la direction du docteur Ulrich Saint-Louis. Pour faire cette présentation, on a un petit plan. C'est d'abord, on a l'introduction, la problématique, les objectifs de la recherche, les hypothèses formulées, la méthodologie, les résultats et analyses. Enfin, c'est la conclusion et l'ensemble des recommandations. Dans un contexte national marqué par une décentralisation inachevée, une gouvernance fragile et des moyens institutionnels limités, l'intercommunalité semble être envisageable pour encourager le développement local, surtout au niveau des collectivités territoriales. D'où la formulation de cette problématique: comment l'intercommunalité peut être un moteur de développement durable pour Haïti et particulièrement la région des Palmes. Cette étude a un très grand intérêt car elle permet de renforcer les politiques publiques locales. Objectif de ce travail, on a un objectif général qui est d'analyser l'impact de l'intercommunalité sur le développement local dans la région des Palmes. Et de cet objectif général, on a pu formuler 2 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est d'analyser les mécanismes de gouvernance et de mutualisation des ressources dans les initiatives intercommunales de la région des Palmes. Et le second objectif, c'est évaluer l'impact des projets intercommunaux en termes d'accès aux infrastructures de base. Pour arriver à répondre à la problématique, on a formulé 2 hypothèses. La première hypothèse, une gouvernance intercommunale inclusive renforce l'efficacité des politiques locales. La deuxième, la mutualisation des ressources permet d'améliorer l'accès aux infrastructures et services essentiels. Zone d'étude. Pour réaliser ce travail, et comme on a déjà mentionné dans les sujets, c'est la région des Palmes. La région des Palmes est composée de 4 communes, à savoir Petit Goâve, Grand Goâve, Léogane et Gressier. Et ces 4 communes donnent un total de 35 sections communales avec une superficie d'environ 1108 km² et une population d'environ 546 000 d'habitants. Cette zone a un potentiel économique divers et basé sur
l'agriculture, surtout pour la commune de Léogane, tourisme pour les communes Gressier et Grand-Goâve, et le commerce avec la commune de Petit-Goâve. Cependant, malgré ce potentiel économique, cette zone est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Cadre conceptuel et théorique. Pour réaliser ce travail, en termes de recherche théorique, on a pu voir c'est quoi l'intercommunalité, la gouvernance territoriale, la solidarité territoriale. Pour les théories mobilisées, c'est la subsidiarité et la mutualisation. On a également le développement local participatif et l'approche par le territoire vécu. En termes de méthodologie, ce travail a mobilisé une approche qualitative complétée par des éléments quantitatifs descriptifs. Pour les sources, ce sont des revues documentaires, enquêtes de terrain, observations. Outils utilisés, on a utilisé des questionnaires normalement intégrés sur Kobo Toolbox. On a eu des entretiens et on a également utilisé des données secondaires. Pour la population cible, ce sont les membres de la communauté des municipalités de la région des Pales et certains membres de la population locale. Pour l'échantillon, ces 34 personnes ont été interviewés, dont 15 membres de la CMRP et 19 membres de la population locale. Maintenant, en termes de résultats, on a mis l'accent sur 3 grands résultats. Pour les résultats 1, c'est les perceptions des acteurs. Au moment des différentes enquêtes, on a pu constater que la quasi-totalité des membres de la CMRP et même de la population locale ont une connaissance de la CMRP. Donc, la population connaît l'existence de la CMRP. Et il y a également une reconnaissance du rôle de l'intercommunalité, mais avec une faible institutionnalisation. En termes de domaines impactés sur le développement local, on a pu constater c'est la gestion des déchets, les infrastructures, l'eau potable, ce sont les domaines les plus impactés au niveau de la communauté. Résultat 2, ce sont les obstacles identifiés. Pour les différents obstacles, il y a un manque de moyens financiers, selon 95% des répondants. Il y a également un cadre légal insuffisant, selon 90%. Il y a un faible engagement citoyen, donc les citoyens ne sont pas trop impliqués. C'est vrai, il y a des représentants, mais il paraît que ces représentants ne reflètent pas exactement la réalité de la zone. Et enfin, il y a divergence politique et un leadership limité au niveau de la région. Troisième grand résultat, ce sont les différents acteurs et les propositions qu'ils ont faites. Les différents acteurs sont les mairies, les ONG, les OCB, la population locale et l'État. Pour les propositions faites, ils optent pour une adoption d'un cadre légal national sur l'intercommunalité. Ils optent également pour le renforcement des capacités locales, un financement pérenne et enfin une implication citoyenne accrue. Ici, ce sont les différentes figures qui illustrent les résultats obtenus et ces figures sont proposées par les données qui ont été intégrées sur les formulaires Kobo. Analyse et discussion. La gouvernance inclusive, certes, améliore la coordination. La mutualisation améliore certains services, mais ça reste encore fragile parce que ces services-là ne sont pas bien institutionnalisés. La CMRP, qui est la communauté de la région des Pales, on peut dire que c'est un modèle innovant, mais elle est encore instable et elle dépend trop des bailleurs externes.
On peut dire que les hypothèses formulées ont été confirmées, mais de manière partielle. Parce que même si on a la mutualisation des ressources, mais les services restent encore limités. Et il y a une faible participation de la population locale. En guise de conclusion, l'intercommunalité, c'est une voie prometteuse, mais elle est encore fragile en Haïti. L'expérience de la région des Palmes, qui est une expérience innovante, mais cette expérience-là nécessite une consolidation. En termes de recommandations, à partir des recommandations faites par les personnes interviewées et nos analyses, on recommande qu'il y ait un cadre légal sur l'intercommunalité en Haïti, qu'il y a également un financement durable pour les collectivités qui font partie de l'intercommunalité et il nécessite également un renforcement institutionnel. En termes de perspective, il faut reproduire l'expérience de la région des Palmes à l'échelle nationale. Merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos commentaires, suggestions et questions. Merci. Merci, Dievenel, pour ton exposé. D'abord, tu as respecté le temps imparti et bon, je ne veux pas dire plus pour ne pas, de toute façon, je sais que je ne pourrai pas influencer les collègues. Sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur. Alors, j'explique globalement comment ça va se passer avant. Donc, le rapporteur va te pousser dans tes limites. D'accord? Moi, si besoin est, je reviendrai pour compléter, pour encore insister sur les éléments fondamentaux. Et puis, par la suite, on va passer la parole à ton directeur de thèse et de mémoire, qui surtout va nous parler de la collaboration. Il pourra parler d'autres choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est la collaboration, l'expérience. Et puis, voilà, à la fin, tu vas pouvoir répondre aux différentes préoccupations. Pour les questions, pour les remarques, tu dois tout simplement les noter pour pouvoir vraiment corriger ton travail. Voilà, monsieur le rapporteur, Dr. Fred Selimène, voilà, tu as la parole, Fred. Merci, Monsieur le Président. Merci à Alain Pétron, qui a fait un exposé oral relativement clair, mais il a touché à un sujet très important, très intéressant, à la veille d'une reconsidération de la Constitution haïtienne. Ça, c'est un sujet très porteur, qui est au centre même, qui peut même être au centre de la réflexion constitutionnelle, parce que ça permet aux acteurs locaux de jouer un rôle beaucoup plus important qu'ils ne jouent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur la forme, parce que le candidat, il a une belle écriture, c'est un bon candidat, il a une belle écriture, il sait amener les choses, il a compris comment on ordonne les idées. C'est un étudiant qui sait ordonner ses idées, il sait présenter ses chapitres et ses sections conformément à ce qu'on lui demande. Et il a une bonne approche aussi en général, mais aussi en particulier, en posant bien ses hypothèses de départ. Hypothèse 1 sur l'efficacité, hypothèse 2 sur l'accès aux équipements publics, etc. etc. Alors, les références sont pertinentes, même s'il veut monter loin, mais il saute quelques auteurs non négligeables dans l'affaire. Mais n'empêche qu'il a quand même eu de
de bonnes références. Et les références, s'il faut passer à quelques critiques, les références, entre parenthèses, ne sont pas en majuscules, tous les mets en minuscules, entre parenthèses. Et même hors parenthèses, les références, tu les mets en minuscules. La première lettre est en majuscule et le reste en minuscule. J'ai trouvé que ton introduction est un peu longue. Tu aurais pu faire plus bref, mais c'était clair. On n'a pas à te le reprocher. Hein? Le sujet, même s'il n'utilise pas les expressions qui sont plus des expressions économiques, hein, le sujet soulève en économie le problème d'économie d'échelle et de rationalité de la gestion budgétaire. Hein, même si tu ne le développes pas dans... Bon, je suis économiste, donc je suis toujours frustré de voir qu'on ne traite pas de mon aspect, mais ce n'est pas grave. À chacun son job. Mais ça pose le problème d'économie d'échelle et de rationalisation de la gestion budgétaire. Alors, l'étudiant, dans son chapitre 1, il met la théorie en section 3. Moi, j'aurais mis la théorie en section 1. Et puis, il prend le cas de l'Europe, de la France particulièrement, et puis du Sénégal, pour montrer que, en fait, ce n'est pas une lubie des communes de la région des Palmes de vouloir faire l'intercommunalité. Il montre comment c'est un problème qui touche tous les pays et qui serait indispensable qu'on le soit en Afrique, en Europe ou en Haïti. Il réussit à montrer ça. Et je trouve ça très bien. Et il a aussi voulu développer, mais pas de façon pertinente. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Mais sur la France, les choses sont un petit peu plus compliquées. Tu as parlé de la France, c'est un peu plus compliqué. C'est dès 1789, la fameuse révolution, le problème de l'intercommunalité est posé. Et après la bataille de Valmy, 1792, donc, lors de la Première République, eh bien, la Première République, alors qu'aujourd'hui en France, on a la 5e. Dès la Première République, 1792, on pose déjà le problème, et c'est dans la première Constitution, déjà. Mais bien entendu, comme dans tous les pays du monde, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas décentraliser. Ils veulent le garder au centre. Tu vois, et là tu n'as pas suffisamment appuyé là-dessus, même si tu l'as dit de temps en temps. Peut-être que ça te gênait de trop le dire. Mais garder le centre, garder le pouvoir au centre, eh ben, en France, on a compris qu'il fallait faire ce que tu souhaites là, c'est-à-dire l'efficacité des biens publics, l'accès à une majorité aux infrastructures publiques, mais ce n'est qu'en, je crois bien, ce n'est que dans la Constitution de 1958 qu'on l'avait. Donc tu vois, tu es parti de 1792, on a commencé en 1792 et c'est en 1958 que qu'on appuie dessus dans la Constitution, comme aujourd'hui, on peut l'appuyer aujourd'hui de la Constitution haïtienne, dans la nouvelle Constitution haïtienne. Donc tu vois tout le chemin qui est parcouru depuis la Première République d'Haïti, je crois que c'est 1804 la Première République, ou 1803, je ne me rappelle plus, bon, je peux me tromper d'une année, mais dès la Première République, hein, tu vois, si on le fait en 2005 ou en 2006, tu vois tout le chemin qu'on aura parcouru pour comprendre qu'il faut le mettre. Et ce n'est pas fini en 1958. C'est pourquoi tu commences l'histoire en France en 1890, mais il y a déjà près de 2 siècles, ou plus de siècles en tout cas, qui sont passés pour faire émerger l'idée que tu défends aujourd'hui. Hein. Donc tu vois, de 1792 à 1958, on a fait un grand pas en l'intégrant clairement dans la Constitution, dans la 5e Constitution, la 5e République. Mais jusque-là, la bataille n'est pas gagnée. Alors, je te le dis, comme ça, je te le développe pour que quelqu'un qui connaît bien le sujet français qui a été exporté en Haïti, que tu le saches. C'est-à-dire que
Même là, la bataille n'est pas gagnée. Il a fallu attendre 1982, c'est-à-dire hier. Alors, on l'a confirmé en 58, hein, en 1982, que, enfin, on transpose ce qui est dans la Constitution en loi. On appelle ça la loi de décentralisation, en 1980. Tu vois le chemin parcouru entre 1792 et 1982. Le chemin est long. Je ne souhaite pas ça pour Haïti, un long chemin comme ça. Je souhaite que pour Haïti, et je suis sûr que pour Haïti, ça ira beaucoup plus vite. On ne va pas attendre 3 ou 4 siècles pour ça, non. On ira beaucoup plus vite, je pense. Alors, et c'est dans la loi, en lien avec la Constitution, que l'on va développer la notion de coopération interne et coopération externe. L'intercommunalité, c'est une forme de coopération interne. Et la loi doit prescrire les choses. Il ne faut pas laisser les communes comme ça. Celles qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas ne viennent pas. On va s'associer avec celui-là, pas avec celui-là. Non, ça ne marche pas comme ça. L'intercommunalité ne marche pas comme ça et ne marchera jamais comme ça. Il faut d'une loi qui définit le périmètre et imposant, oui, la loi impose, oui, c'est comme ça, parce que chacun veut défendre sa petite chapelle. Quand c'est pour l'intérêt de tous, il faut imposer. Et là, je crois que tu n'as pas bien saisi cette partie-là, il faut une loi qui impose, qui délimite le champ de l'intercommunalité. Et celles qui n'adhèrent pas à l'intercommunalité sont sanctionnées budgétairement. Sont sanctionnées. Donc, et là, politiquement, il y a un coût à payer. Et donc, on n'est pas prêt à le payer, donc tout le monde adhère. En France, tu as pris cet exemple, mais il n'y a pas qu'en France. Eh bien, les communes ont appliqué la loi et ont, je dirais, atteint les objectifs de tes hypothèses H1 et H2, hein, tes deux hypothèses initiales. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure efficacité dans les infrastructures publiques et il y a un meilleur accès. C'est ça tes deux hypothèses, meilleur accès aux biens. Alors, tout le monde comprend que c'est évident. Pourquoi? Parce que si on a deux communes limitrophes, on ne va pas construire 4 terrains de football pour 2 communes qui peuvent chacune mettre une partie et chacun met une partie et puis les habitants d'une commune, de la commune A, peuvent jouer sur le terrain de la commune B et vice-versa. Pareil pour les piscines, pareil pour les routes, pareil pour les transports en commun, pareil pour la protection, les structures sociales, etc., etc. Donc, tu vois, donc je crois que tu devrais plutôt regarder les limites, non pas dans les communes, parce que je pense que tout maire qui veut l'intérêt de sa commune adhérera à ça, il va adhérer. Il faut voir les limites, non pas au niveau de la commune, mais au niveau de la loi. Et un autre aspect que tu as souligné, très bien, c'est non seulement la limite réglementaire dont je viens de parler, mais aussi la limite financière. La limite financière. Les communes ont une dotation et il y a une partie de la dotation, parce que la loi et les moyens financiers qui y sont adossés vont de pair. Hein. Chaque année budgétaire, ça va de pair. Et donc, la dotation budgétaire est fléchée aussi pour financer certaines infrastructures intercommunales. Et je crois qu'en ce moment, il y a des travaux en cours, mais les travaux en cours, notamment dans le sud ou dans le sud-est, je crois même que notre collègue ici présent, Fednel Zidor, participe à des travaux là-dedans. Et donc, ça prouve que ça bouge. Et tu as choisi un sujet d'actualité, un sujet très intéressant et d'actualité.
Mais tout ça, ton travail comme celui de notre ami Isidore, doit rentrer dans un cadre légal contraignant. Légal et contraignant. Et qui dit loi, dit contrainte, sauf si on ne respecte pas la loi et on n'est pas sanctionné. Mais dès qu'on dit loi, bon, c'est contraignant. Donc, il faut regarder ça avec des dotations budgétaires affectées. Moi, je trouve que tu as fait un bon travail et penses-tu, une question un petit peu au hasard, je te poserai, penses-tu que les contraintes, puisque tu as travaillé sur la région des Palmes, je suppose que tu dois connaître la région des Palmes, sinon tu n'aurais pas choisi une région que tu ne connais pas. Je pense que tu connais un peu, c'est pourquoi je me permets de te poser cette question. Penses-tu que les problèmes politiques ont été au centre des freins plus que les problèmes financiers? C'est la question de ce que tu connais. Est-ce que c'est plus les problèmes politiques qui ont freiné un peu plus que les problèmes financiers ou l'inverse? Voilà. En tout cas, moi, Monsieur le Président, je trouve que c'est un travail porteur qui puisque je suis à l'IUS et que j'ai suivi un peu les travaux sur la Constitution, eh je me permets d'ajouter un mot là-dessus, c'est que ce travail-là vient conforter la proposition sur les travaux constitutionnels du CRS de l'IUS. Donc, ça vient conforter la démarche du CRS de l'IUS concernant la réflexion à mener sur l'importance du territorial dans la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Et si je ne vais pas tenir la parole trop longtemps, mais s'il y a encore deux choses, je vais intervenir. Merci. Très bien, très bien. Merci, cher Fred, pour ces remarques. J'espère qu'il a bien pris note et il a bien noté la question. Mais moi, je vais faire quelques remarques à mon tour, puisque je suis un peu... on demande aux étudiants, et je fais une première question. Qu'est-ce qu'il peut dire en termes de différence entre son mémoire et le mémoire qu'avait réalisé Fednel Zidore sur l'intercommunalité? Ça aurait été ma première question. Parce que ce qu'on demande aux étudiants, c'est d'abord de faire une recension des écrits. Et Zidore a clairement travaillé sur justement la région des Palmes, intercommunalité. Est-ce qu'il peut nous faire, est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qui diffère son travail de celui de Zidore? C'est ma manière de lui dire que dans son texte, il doit vraiment prendre en compte ce qui existe dans la littérature. Il me semble, je n'ai pas vu du tout qu'il a évoqué à un moment donné ce travail. Bon, alors, je reviens maintenant sur les remarques sans refaire, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit déjà, mais je tiens à insister davantage sur quelques aspects, à mon avis, qui méritent vraiment d'être corrigés, renforcés, afin d'améliorer le texte. C'est fondamental. Premier aspect, si on prend ton résumé, certes, on apprécie beaucoup puisque tu as mis l'emphase sur les éléments de base. Tu as également insisté sur tes principaux résultats. Très bien. Sauf que sur le plan méthodologique, il y a un problème. Tu as fait l'impasse. Tu n'as pas parlé de la taille de ton échantillon, la composition exacte de l'échantillon, les outils d'analyse que tu as utilisés, parce que le résumé doit vraiment tac, tac, tac. Voilà le cadre. Voici la méthodologie clairement posée, sans répéter méthodologie mixte. Non, non, non. Il faut vraiment aller à l'essentiel pour que le lecteur, dès le résumé,
comprennent exactement ce que tu as réalisé et comment tu l'as fait. Donc, je t'invite vraiment à vraiment à préciser ces choses-là dans ton résumé. Comme le rapporteur le disait, on apprécie vraiment la problématique qui a été clairement posée, même si la grande question, c'est que pourquoi pas d'autres travaux qui ont été réalisés sur Haïti et qui pourraient même indirectement te donner des arguments forts. Hein? Le docteur Selimène l'a dit, même le travail réalisé récemment et publié, même il y a une synthèse qui a été publiée sur la nouvelle constitution. Hein? Donc ça aussi, en plus du texte de Zidore, en plus des autres travaux sur le développement local déjà réalisés à l'IUS, donc tu as des éléments de contexte vraiment académique, scientifique au niveau local pour renforcer ton travail. Donc, on t'invite vraiment à prendre en compte vraiment tout ça. Il y a un petit souci, et il a dit avec déjà, tu es abondant et tu as beaucoup de citations. Hein, et tu n'arrives pas vraiment à faire une synthèse critique. Tu cites les auteurs, c'est vrai, mais il faut faire une vraie synthèse de tout ce qui a été dit, tout en prenant du recul par rapport à ce qui a été dit. D'accord, ça manque un peu dans ton introduction, même si on a bien compris vraiment ce que tu voulais faire et où tu voulais aller. Au niveau de ton premier chapitre, c'est vraiment, c'est vrai que tu as appris sur le plan théorique, tu as fait référence à la France et tout, et je ne reviens pas sur ce que le rapporteur disait. Tu dois vraiment compléter ça, préciser les éléments, puisque c'est un côté historique, donc tu ne peux pas non plus présenter l'histoire de l'intercommunalité en France comme tu veux. Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Tu as fait des références sur le plan du développement local, les GANES, Ostrom, Tor, mais il me semble qu'il y a d'autres travaux plus récents, hein, quand même, que tu aurais pu vraiment utiliser dans le cadre de dans le cadre de ton travail. Il faut à ce moment-là, j'avais cité le mémoire des Isidore, mais il y a d'autres choses, hein, d'autres travaux hein, qui pourraient montrer que peut-être on va vers un nouveau, c'est un changement dans la conception même du développement local. À ce moment-là, on est plus sur du développement territorial. Ou c'est ça d'ailleurs l'intercommunalité, c'est que on a des territoires qui ont leur autonomie, même si en Haïti c'est théorique, mais qui ont également des liens qui sont connectés et qui ont des problématiques transversales à aborder. Et donc ces territoires-là ont intérêt à s'associer en vue de créer un cadre commun favorable à tous les territoires. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu n'es pas dans le développement local. Je suis désolé, tu es plus dans le cadre du développement territorial. Auquel cas, le travail du tort, oui, ça tient la route. Mais quand tu vas prendre Ostrom et Legales, il y a d'autres auteurs qui ont travaillé et qui est encore plus récent sur le développement territorial. Et je t'inviterai à prendre en compte, même si tu as cité ce travail que j'avais réalisé depuis 2012, mais entre-temps, 2022, il y a des publications et c'est disponible, etc. Donc, il y a quand même lieu d'actualiser ta littérature. Bon, et en dehors de ça, c'est vraiment
il manque, et c'est là aussi on le dit pratiquement à tous les étudiants, il faut toujours prendre du recul. Il faut être critique. Parce qu'il faut faire un débat. On ne peut pas parce qu'un tel dit ça, l'autre dit, et puis on juxtapose, et puis c'est fini. Non, il faut vraiment faire un véritable débat. Par exemple, au niveau de ce que pensent les institutionnalistes concernant l'intercommunalité. Quels sont les défis sur le plan institutionnel que ça pose? Donc, il y a des théories qui montrent que finalement, comment faire en sorte que chaque commune puisse gérer, etc. Et comment, au final, les communes sont imbriquées. C'est ça, ça veut dire. Sont imbriquées sur des champs ou dans des domaines précis. D'accord? Et puis, il y a une approche critique de la coopération intercommunale. C'est la fameuse théorie de l'imbrication qu'on a proposée en 2022, par exemple, sur comment est-ce que les communes qui sont les plus proches, voisins, ont vraiment, il y a une relation et l'intensité, elle est très forte. Ça veut dire que ces communes sont condamnées à coopérer et on peut vraiment bâtir le modèle sur ça, comment montrer que l'imbrication permet de répondre à un ensemble de problématiques transversales. Donc, ça manque dans ton travail. Je ne vais pas te dire, je ne sais pas quoi te dire là, mais à ta place, j'aurais tendance à actualiser cette partie-là de revue de littérature. Mais il y a un autre problème dans ton travail, je t'invite aussi à faire attention. Il y a un problème de déséquilibre dans ton travail. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ton premier chapitre, tu insistes sur l'apport théorique. Dans ton deuxième chapitre, tu présentes les résultats. Parce que c'est là où tu vas placer les données que tu as collectées. Alors que ce chapitre est dédié c'est comme si on annoncerait ce qu'on va faire, les données qu'on va collecter, les outils, comment on va les analyser. Ce qui explique que ton troisième chapitre fait uniquement cette page. Tu as très peu de choses à dire. Tu vois, donc il y a un élément vraiment, il faut trouver la formule pour mieux agencer les éléments. On peut garder les 3 chapitres, c'est pas ça qui m'intéresse, mais comment faire en sorte que le contenu soit bien articulé. C'est ça le grand défi. Donc, j'aime bien le diagnostic que tu as posé, même si on peut se demander est-ce que c'est à ce niveau-là, surtout quand tu vas présenter tes données, etc. Comment est-ce que voilà. Pour l'échantillon, c'est pas trop clair sur le profil de tes enquêtés, etc. Pourquoi ces enquêtés? Il y a sur le traitement statistique, tu n'as pas annoncé comment tu vas faire pour valider ces données-là, pour tester ces données-là, faire en sorte de dire que oui, ça tient la route, je peux expliquer le phénomène à partir de là. Donc, je t'invite avec, bien entendu, ton directeur de mémoire à faire attention et à bien agencer ça. Tu as fait vraiment, bon, on apprécie l'analyse SWOT, mais tu es, comment on peut dire ça, tu es resté dans la théorie en soi. Tu n'es pas critique vraiment. Comment je dis ça? C'est que quand on regarde bien, tu es resté normatif. Voilà, voici le mot. Tu es resté normatif. Il y a beaucoup de répétitions, mais dans ton analyse, tu ne démontres pas, et ce que le rapporteur te disait, je pense que ça peut renforcer ton travail, c'est que tu as 2 aspects à considérer. C'est le cadre légal, d'accord, qui manque cruellement et qui fait qu'on ne peut presque pas parler
d'intercommunalité comme projet et de société, d'accord? Parce qu'il faut contraindre les uns les autres, hein. Il faut donner le ton. C'est comme quand le rapporteur disait qu'en France, il y a ce qu'on appelle les fameuses dotations budgétaires et qui sont là non seulement pour permettre à chaque commune de répondre à un ensemble de défis, hein, c'est-à-dire les besoins des populations, mais il y a une partie réservée à l'intercommunalité. Donc, c'est exactement, on n'a pas développé ça dans le projet de constitution, parce que pour nous, le premier moment, c'est d'abord de clarifier les éléments, mais c'est exactement ce qu'on voulait. On a mis l'accent sur les dotations, on a mis l'accent sur comment financer le développement des territoires. Or, on aura beau parler d'intercommunalité, si les communes sont déjà incapables même de payer leur propre cadre, c'est-à-dire le personnel de chaque commune, et les communes ne peuvent même pas envisager d'investissement parce qu'il n'y a pas de moyens, eh bien, parler d'intercommunalité revient à faire une grosse blague et à prétendre des choses inutiles. Donc, ça devrait être, puisque tu es en économie, un élément fondamental pour toi. Et ça passe par quoi? Ça passe par également la loi. Comment est-ce qu'on arrive à bien ficeler les choses pour qu'un petit bonhomme de Port-au-Prince ne décide pas, hein, de paralyser les territoires, de créer plus de disparités entre les territoires, etc., etc. Ça, c'est le vrai défi en matière de développement en Haïti. Et donc, on ne peut pas tout simplement lire ce qui se passe en France, on voit intercommunalité, sans vraiment montrer, mettre le doigt sur le problème majeur, hein, qui fait que malheureusement, les territoires sont dépourvus de cadres bien formés parce que ces territoires-là ne peuvent pas payer ces cadres-là, il n'y a aucune garantie. Et pire encore, ces territoires n'ont même pas les moyens de réaliser des investissements publics. Et ça, ceci rend encore très, très compliqué la mise en œuvre ou la mise en place d'intercommunalité. Même en plus, il n'y a pas de contraintes légales qui poussent les uns et les autres à aller vers cette histoire-là. Bon, alors, sur ta bibliographie, je ne vais pas insister, mais il faut revisiter la bibliographie. Tu as des doublons, il y a des incohérences, il y a en tout cas, ce n'est pas totalement conforme au style APA. Je t'invite vraiment à reprendre ta bibliographie pour vraiment la rendre vraiment acceptable. Donc voilà, donc c'est un travail intéressant, je dois le reconnaître, intéressant, mais l'aspect critique nous manque. Hein? Donc on t'invite vraiment on te félicite, mais on t'invite aussi à ajouter ces éléments-là de percussion pour dire aux uns et aux autres, attention, hein, il y a un problème, on peut aborder le développement de cette manière-là, donc les territoires sont imbriqués, donc qui mieux que la théorie de l'imbrication pour parler d'intercommunalité. Si on passe à côté de cette théorie, c'est qu'on n'a pas compris l'intercommunalité. On ne veut pas expliquer ça. Bon, je te l'accorde, tu peux ne pas l'utiliser. Mais dans l'analyse, il faut montrer les véritables problèmes. Les véritables problèmes, on a identifié ici trois problèmes majeurs. Hein? Premier problème, c'est le cadre contraignant. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas chacun, voilà, etc. Deuxième problème, il n'y a pas de moyens vraiment. D'accord? Moyens à tous les niveaux, que ce soit voilà, au niveau moyen humain, c'est-à-dire un personnel de chaque commune est bien en place et capable de jouer le jeu, hein, et les moyens financiers, c'est-à-dire la commune, malheureusement, est plus dans une situation de mendicité terrible, etc. Donc, on n'arrive pas forcément à voilà. Et troisièmement, et cadre ou troisième orientation majeure, c'est de comprendre que
l'intercommunalité, on est dans cette logique de fourniture efficace de biens et de services publics. Hein? Ça, c'est vraiment pour montrer que finalement, on n'a pas intérêt, et le rapporteur l'avait dit, on n'a pas intérêt, chaque commune, à investir dans ce qu'on appelle un stade de football. Hein? Et vous voyez venir, hein, tout le monde. Ce fameux projet, il y avait un projet en Haïti, alors pour les étrangers, hein, un premier ministre qui disait on va construire ce qu'on appelle des stades de football, voilà, de chaque commune en Haïti. Et puis, il s'est lancé, hein, il a créé, je ne sais pas moi, un stade à Jacmel, un stade à Jacmel. C'est fou. Quand on fait ce genre de choses, il faut avoir cette prédisposition qui renvoie vers la mutualisation des moyens pour être plus efficace. Vous voyez, donc je m'arrête là et encore une fois, félicitations pour ton travail qui est très intéressant. Si on arrive à trouver tout ça à dire, c'est parce que le travail est intéressant et on t'invite vraiment à, voilà, c'est pas fini, à prendre en compte des remarques pour pouvoir l'améliorer. Voilà, alors je m'arrête là et je passe la parole tout de suite à ton directeur de mémoire et tout à l'heure, tu pourras répondre à tout le monde. Le docteur Ulrich Saint-Louis, qui surtout pourra nous parler de la collaboration, et parce qu'on sait que ce n'est pas facile, hein, d'obliger, hein, et heureusement à l'IES on le fait, ça devient une habitude, mais d'obliger les jeunes à travailler dans ce contexte difficile déjà, ce n'est pas évident. Heureusement, on peut le faire, mais on doit quand même en témoigner pour vraiment inciter les uns et les autres à le pas. Ulrich, tu as la parole. Merci à notre président. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà. Maintenant, avant de parler de la collaboration que j'ai eue avec Lionel Filonnet, je dois d'abord vous le présenter comme étant un très bon étudiant. C'est un étudiant qui sait ce qu'il fait. D'ailleurs, il a une très bonne écriture. Mais tout son problème est lié à un problème de temps. Monsieur n'a pas mis assez de temps pour faire son travail. À des moments, j'étais bien obligé de contacter d'autres étudiants pour pouvoir entrer en contact avec lui parce que monsieur était introuvable. Monsieur n'était pas joignable. Est-ce que c'est à cause de son travail? Je l'ignore. Est-ce que c'est à cause d'un problème de connexion d'Internet ou des réseaux téléphoniques? Je l'ignore. Mais à des moments, monsieur était quasiment injoignable. En ce qui a trait à son texte, monsieur était invité à retravailler son texte avant même de l'envoyer ou de le soumettre à l'administration. Même après l'avoir soumis, monsieur était invité à retravailler le texte. Malheureusement, monsieur m'a fait savoir que, avant même d'envoyer le texte, monsieur m'a fait savoir que les commentaires, toutes ces recommandations que je lui ai faites, c'est comme si je lui demandais à retravailler complètement le texte.
En ce qui a trait à la méthodologie, monsieur était invité à revoir la méthodologie de son travail. Et une très bonne partie de son texte. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Probablement, je dis bien probablement, par un problème de temps, puisque monsieur travaille sous pression, car les ONG en Haïti, de manière générale, les ONG travaillent sous pression. Donc, monsieur, est-ce que c'est à cause de cela? Je l'ignore. Mais je sais que c'est un très bon étudiant. S'il mettait assez de temps pour faire son travail, je lui fais confiance. Je sais que monsieur pouvait mieux faire le travail. Malheureusement, il ne mettait pas assez de temps pour le faire. Ainsi, j'espère, après la soutenance, monsieur va prendre le temps nécessaire pour pouvoir peaufiner son travail. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Ulrich. Et donc, à Dieu venait là de nous répondre. Et encore une fois, on le rappelle, le travail est potable. Il y a des changements, c'est normal puisque on demande à la fin et à l'université, on la règle aussi, tant que le travail n'est pas à niveau, l'étudiant n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. Donc, il va devoir se mettre au travail très sérieusement pour vraiment renforcer et améliorer son texte. Devenel, tu peux répondre à tout le monde. Tu as grosso modo, on va dire 5 minutes, 6 minutes. Vas-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, et merci à Monsieur Ulrich, mon encadreur, pour vos différentes remarques et suggestions. Et je les ai notées et pour pouvoir améliorer la qualité de mon travail. Et merci. Maintenant, pour les questions, j'ai noté 2 questions. Une de la part... Oui, il y a un feedback. Une question de la part du rapporteur qui disait: est-ce que les problèmes politiques ont été un frein que les problèmes financiers? Bon. Et pour faire une mise en contexte, et je connais bien la région des Pales car je vivais à Grissier, plus particulièrement à Mariani, et j'ai passé une dizaine d'années. À cause du mouvement des gangs, j'ai dû laisser et faire 2 ou 3 semaines à Léogane, ensuite pour s'installer à Petit-Gouave. Donc, je connais la réalité de cette zone-là. Maintenant, dans les différentes entrevues et discussions, j'ai pu constater, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais si je devrais répondre honnêtement, les problèmes financiers sont beaucoup plus pertinents que les problèmes politiques. Parce que même si les dirigeants ont leurs tendances politiques différentes, ont des tendances politiques différentes, ils arrivent à s'entendre sur les différentes activités de la CMRP. Donc, le véritable frein à l'intercommunalité de la région des Palmes, ce sont les problèmes financiers, pour répondre à la question de notre cher rapporteur, Dr. Fred Selimène. La deuxième question, c'était de la part de notre cher président. Quelle différence fait entre mon travail et celui des idoles? Sincèrement, je n'arrive pas à faire une différence parce que j'ai questionné sur ce travail. On m'a dit que surtout au niveau de la région des Palmes, les gens que j'ai questionnés ne m'a pas informé sur ce travail-là. Mais étant donné que j'ai ça avec Isidore travaille
sur l'intercommunalité, même si je ne savais pas exactement c'est la région d'Impal. J'ai sollicité ce document sur le portail Digital IIS. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Bon, ça, ce n'est pas une excuse, mais c'est une raison qui me permet de ne pas pouvoir comparer mon travail à celui des Isidore. Et c'est toi qui a un sérieux problème. Parce que c'est un mémoire de Master 2 qu'il a fait sur l'intercommunalité. Il a soutenu son travail déjà. Donc, toi, pour apporter un élément, tu dois montrer, voilà ce que les autres ont fait, hein, voilà ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas pu ajouter, et voilà ce que tu te proposes de faire. Mais si tu ne prends pas en compte ça, tu ne peux pas. Alors, juste petite histoire, ce n'est pas la même chose pour tout le monde, parce que Zidore avait plus, il était c'est un mémoire en sciences juridiques et le tien est en sciences économiques. Donc, mais tu devrais t'appuyer sur tout ce qu'il a dit pour montrer l'aspect qu'il n'a pas su aborder, parce que pour les contraintes qu'on connaît, eh bien, toi-même, tu te proposes d'aborder ces deux travaux complémentaires. Mais tu dois pouvoir le démontrer dans ton travail, dans ton mémoire. OK? Voilà. Merci. Continue. Bien. Bon, en termes de remarques, comme j'ai déjà dit, j'ai tout noté, parce que j'ai noté seulement 2 questions, étant donné que je n'ai pas d'autres questions. Mais moi, j'ai une autre. OK, je vous écoute. Oui, c'était que quelles sont les critiques que tu as le plus entendues dans les communes ou au sein de la population ou au sein des municipalités, entre les maires? Quelles sont les critiques qui te sont revenues le plus? Est-ce que les critiques contre l'intercommunalité? Est-ce que pour beaucoup, pour tout le monde, l'intercommunalité, c'est évident, c'est normal, c'est évident, ou bien tu as eu des gens qui critiquent, non, pardon, non, c'est pas bien parce qu'il y a la section communale, il y a la commune, après il y a l'intercommunalité, après l'intercommunalité, il y a la circonscription, la législation, et puis après il y a l'État, le national. Est-ce que tu as eu ce genre de critique? Est-ce que tu as entendu ce genre de critique? Bon, pour répondre, c'est qu'au niveau de la région des Palmes, toutes les communes qui font partie de l'intercommunalité sont partantes pour l'intercommunalité. Pour justifier ma réponse, actuellement, il y a il y a la possibilité d'élargir cet aspect-là dans le Grand Sud. Et les gens qui sont responsables de cette démarche, ils ont pu contacter les représentants de la CMRP et ces représentants-là ont partagé les informations sans réticence. Donc, ce sont des éléments qui m'ont permis de dire qu'ils sont partants pour élargir l'intercommunalité, que ce soit dans leur région ou dans d'autres régions du pays. En résumé, ils sont pour. C'est assez unanime. Oui. Presque il y a unanimité. D'accord. Alors, pour revenir sur ce que disait le rapporteur tout à l'heure, et peut-être tu vas voir après comment creuser un peu plus. Il y a un découpage territorial, puisque on sait qu'il y a le découpage politique et le découpage administratif. Le découpage politique renvoie aux circonscriptions électorales parce que c'est là où on va retrouver les fameux élus du peuple. Donc, en Haïti, le découpage
politique, c'est d'abord, on a le niveau national. Ensuite, nous avons les départements. Donc, dans chaque département, on est censé avoir des sénateurs élus. Hein, d'accord? C'est une grande circonscription électorale. On a également les communes. D'accord? D'ailleurs, dans les départements, il n'y a pas que les sénateurs qu'on va retrouver. On est censé avoir ce qu'on appelle les conseils départementaux. On est censé avoir des élus locaux voilà. Et puis, au niveau communal, donc on sait qu'il y a des députés, il y a aussi les maires, etc. D'accord? Et puis, au niveau de la section communale, il y a normalement les fameux conseils, en tout cas. Bon. Maintenant, dans le découpage administratif, pour compléter le découpage politique, il y a ce qu'on appelle les arrondissements. Alors, un arrondissement, c'est un regroupement déjà de communes, mais qui fait sens par rapport à une logique territoriale donnée. Donc, du coup, on découpe chaque département en arrondissements. Donc, à l'intérieur de chaque département, il y a des arrondissements selon une logique soit historique, territoriale et tout. À ton avis, est-ce qu'on, si on reprend l'idée du rapporteur de tout à l'heure, parce qu'il faut, à partir de la loi, obliger les uns et les autres à aller vers une intercommunalité, sachant qu'il y a des biens, il y a des services qu'on ne pourra pas, qui seront de toute façon, chaque commune n'aura pas forcément assez de moyens pour fournir ses biens ou ses services. Donc, il faut mutualiser. Est-ce que selon toi, on n'aurait pas, si ta réaction à chaud, on n'aurait pas au moins pu s'appuyer sur cette logique-là, ce découpage-là, qui a du sens, qui est l'État déjà intervient à ce niveau-là, pour dire que finalement, les communes qui se trouvent dans tel arrondissement sont obligées de s'entendre, de travailler ensemble et d'aller vers ce qu'on appelle une intercommunalité. Qu'est-ce que tu penses de tel raisonnement? Oui. Avant que l'étudiant, je lui donne une autre question, et puis comme ça, il répondra aux deux questions, si tu permets. Oui, vas-y. Est-ce que tu as abordé dans la région des PAM la notion de coopération extérieure, c'est-à-dire que la région collabore avec des communes ou des intercommunalités étrangères, aussi bien en République dominicaine qu'en France, qu'au Canada ou ailleurs. Coopération décentralisée, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. En France, on l'appelle comme ça. Mais je ne sais pas si c'est abordé comme ça en Haïti. Est-ce qu'il y a eu des questions là-dessus? Voilà, à toi de répondre, Dieu venait là. Oui, permettez-moi de commencer par la deuxième question. Oui, il y en avait parce que dans les différents sigles, j'ai pu mentionner des intercommunalités françaises et sur lesquelles la région des Palmes a eu des collaborations. Donc, oui. Sur le plan externe, il y avait des collaborations entre des communes extérieures. Maintenant, pour la première question, à mon avis, je pense que c'est possible, mais tout ça, il faut avoir un cadre réglementaire. Donc, c'est vrai, c'est un premier pas qu'on peut utiliser pour avancer, mais tout ça, ça doit être intégré dans un cadre légal et comme ça, on peut contraindre les communes des arrondissements à emboîter le pas. Mais sans le cadre légal, on peut toujours en discuter, mais sans trouver des solutions concrètes. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit. On dit que pour aller vers un cadre légal, puisqu'on a déjà un découpage administratif, peut-être c'est d'insister sur ce découpage-là pour créer ce cadre légal. Donc, c'est à toi aussi de faire un plaidoyer
pour répondre à cette préoccupation qui est comment développer réellement l'intercommunalité en Haïti, sachant que et déjà les problèmes de moyens, il faut vraiment, surtout dans ton travail, il faut vraiment insister sur les problèmes de moyens et puis les problèmes de cadre, le problème de cadre légal aussi que tu dois aborder, mais aussi en revisitant le texte de Zidore Fedanel. Alors, je ne sais pas si tu as monsieur le rapporteur, monsieur le directeur, est-ce que je peux vous accorder à chacun 1 minute? Non, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf pour répéter que le candidat a quand même fait un travail relativement soigné et qu'il doit un peu s'enquérir des travaux qui ont été faits aussi bien dans les projets de constitution du CRS, de l'IUS et du travail de Fedanel qui, en ce moment, travaille toujours sur ce genre de choses. Donc, voilà. Voilà tout ce que j'allais dire. Puis mes félicitations à Alain Pétran. Très bien. Alors, cher Ulrich. Merci, Président. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est que de dire à Jovenel d'être joignable. C'est ainsi car il doit prendre en compte tout ce qu'on vient de dire là, parce que son travail n'est pas parfait. D'ailleurs, aucun travail ne l'est, mais il doit prendre en compte tout ce qui a été dit afin de peaufiner son travail. Et j'espère que après ce jeudi, monsieur va m'être plutôt joignable, car j'ai beaucoup souffert de son indisponibilité. Voilà. Donc, je venais là. Alors, je n'ai aucune raison de ne pas croire au directeur de mémoire. Mais quoi qu'il en soit, il est quand même bizarre que ça soit un enseignant qui court après un étudiant pour son travail. Hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la logique du mémoire, qui dorment, je le sais, qui s'endorment du mois d'octobre parce qu'ils ont 1 an pour faire le mémoire. Il faut rappeler ça aux uns aux autres. Ils ont 1 an. Hein? Alors, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça sert à dormir. Ça sert à dormir, à s'endormir. Et puis, à partir du mois de avril-mai, je dis, tonnerre, j'ai quand même un mémoire, je vais rater mon année, je vais redoubler et j'aurai à payer une autre année universitaire. Alors là, ils commencent à se bouger, ils bâclent un peu. C'est pourquoi très souvent, ils font n'importe quoi, très souvent, et que ça ne se passe pas toujours bien. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que le mémoire, si on sait qu'on a 12 mois pour le préparer, eh bien, on utilise les 12 mois. Et on donne des coups d'accélération quand on est en congé, quand il y a les vacances, etc. Mais il faut en permanence, depuis le mois d'octobre-novembre, commencer à traiter son dossier, son sujet. Voilà. Très bien. Et c'est la preuve, alors je remercie Ulrich pour son témoignage. C'est encore la preuve qu'à l'IUS, on est dans l'encadrement et l'accompagnement. Parce que Jovenel, c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Hein? Donc, c'est à toi d'être disponible pour faire ton travail. Voilà. Et en 1 minute, Jovenel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci, cher membre du jury. Et je ne peux pas terminer cette présentation sans dire merci à ma femme qui me suit. Et merci à ma femme Joanne Lamont pour ses soutiens inconditionnels. Et je dis un grand merci à mes collègues Regan Mascari
et Réginald, qui sont là avec moi malgré la fermeture du bureau. Ils sont restés avec moi pour la présentation. Merci, chers collègues. Et un grand merci également à tous mes camarades de promotion, et particulièrement à Nyon et Massé, pour leur soutien. Et merci au rapporteur de cette présentation, en l'occurrence Dr. Fred Selimed, et je crois qu'il est une très bonne personne. Et là, dans l'une des soutenances, quelqu'un l'a témoigné, c'est vrai, il paraît être très rigide dans les faits, mais au fond, c'est une très bonne personne. Merci à vous, Dr. Selimed. Merci, Président, et le docteur Christophe Providence. Et merci également à mon encadreur, Dr. Ulrich Saint-Louis, pour vos commentaires, vos suggestions et remarques. Je les ai tout notés. Je vais les en prendre en compte pour finir le travail. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève la première soutenance de cette demi-journée. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là tout de suite. On arrête l'enregistrement et il y aura une prochaine soutenance qui va être annoncée dans quelques secondes.